À propos de son dernier ouvrage, La Palestine des ONG, donc vous devez connaître ses travaux précédents, j'imagine. Là, il vient nous présenter son dernier ouvrage. Une chaise encore, ça peut se faire. Ouais, un tabouret. Il y a un truc. Juste un petit point avant de donner la parole à Julien, pour vous tenir un peu au courant de l'actualité de cette librairie. Donc, elle fait partie de l'ensemble que vous connaissez peut-être, la Parole errante. Et la Parole errante telle qu'elle existe va s'arrêter en mai 2016 de cette année-là. Donc on mène un combat actuellement et avec la librairie et tous les collectifs qui font vivre ce lieu, que ce soit les compagnies de théâtre, il y a un atelier de sérigraphie. Il se passe plein de choses autour de cet endroit. Et on a envie que la Parole errante continue et qu'elle soit aussi diverse que possible. Et donc voilà, toutes les associations qui font ce lieu, on a déposé un projet qui est sur la table du Conseil général, c'est le Conseil général de Seine-Saint-Denis qui est propriétaire des lieux, donc pour avoir la gestion future de ce lieu. On vous invite à prendre connaissance du projet sur le site La Parole errante demain. Il y a également une pétition en ligne que vous pouvez signer. Donc, voilà. Faites ça, on en serait content. Et je passe la parole à Julien Salingue, donc, qui nous présente la Palestine des ONG. À toi la parole. En tout cas, le Julien. livre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de ne pas être trop long, genre 30 minutes. Et puis après, on prendra le temps de discuter tout ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le contenu même du livre, juste commencer par expliquer un peu d'où il vient ce bouquin, d'où vient l'idée et comment j'en suis arrivé après pas mal d'années, on va dire, à bosser sur la question palestinienne, à faire le choix de travailler sur la question des ONG. En fait, c'est finalement un livre qui répond à une série de questions et de problématiques qui, moi, me trottent dans la tête depuis fort longtemps. Et en réalité, depuis quasiment la première fois où je suis allé dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire il y a maintenant 15 ans. Donc c'était au moment du début de ce qu'on a appelé la deuxième intifada, où moi... militant en France, j'avais eu envie de me rendre sur place pour comprendre, voir, essayer de mieux appréhender les réalités palestiniennes, mais dans une démarche qui n'était pas du tout à l'époque une démarche universitaire. C'était une porte d'entrée militante, vraiment. C'était en tant que militant du mouvement de solidarité que je m'étais rendu sur place. Et c'est par la suite, finalement, que la Palestine est devenue un objet, entre guillemets, de recherche et de tentative d'élaboration un peu scientifique. Et disons que c'est les premiers séjours là-bas, moi j'ai été vachement frappé par un double décalage ou une double incompréhension. Une double incompréhension entre d'un côté la Palestine telle qu'on l'imaginait de l'extérieur, depuis la France, depuis le mouvement de solidarité, depuis plus généralement les pays occidentaux, je crois, et de l'autre côté la Palestine réellement existante, c'est-à-dire ce qu'était la situation concrète sur le terrain. Double incompréhension, sur ce qu'était la réalité de l'occupation. C'est un premier élément important et qui, moi, depuis toujours, ça m'a travaillé. C'est que on a du mal à comprendre et on avait du mal à réaliser. C'est moins le cas maintenant parce que depuis, il y a eu quand même pas mal de gens qui sont allés là-bas, qui ont vu les choses, etc. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore tous ces trucs de mission, de solidarité, etc. Et finalement, on imaginait beaucoup, et ça reste quelque chose qui est très dominant aujourd'hui encore, avec des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à la question. On imagine beaucoup l'occupation par le prisme unique des violences physiques. C'est-à-dire l'occupation, c'est l'armée, c'est les blessés, c'est les morts, c'est les bombardements, c'est les violences, etc., etc.
Alors qu'en réalité, l'occupation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui ne se réduit pas aux violences physiques commises contre la population, en l'occurrence palestinienne, mais c'est valable pour d'autres situations d'occupation dans l'histoire. Mais de manière, on va dire, commune avec d'autres situations d'occupation, mais avec en plus le fait que ça fait maintenant des décennies que ça dure, en réalité, l'occupation en tant que telle et son aspect le plus oppressant pour la population palestinienne, c'est pas le volet violence physique, c'est l'occupation quotidienne et ce qu'elle signifie pour une population au quotidien dans ce qu'elle tente de faire pour essayer de vivre. C'est maintenant, moi je fais la distinction, on va dire, entre l'occupation, ce que j'appelle moi les violences, les violences entre guillemets sanglantes, et d'un autre côté la violence ordinaire. Et finalement, c'est la violence ordinaire de l'occupation, moi, qui m'a toujours le plus frappé, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand tu vis sous occupation, en réalité, tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne est comment dire, relatif, est lié à la situation d'occupation. C'est-à-dire tu travailles sous occupation, tu fais des études sous occupation, tu fais des courses sous occupation, tu essaies de fonder une famille sous occupation. Et en réalité, les obstacles sont présents dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne, dans le plus élémentaire. Et c'est quelque chose qui est masqué en grande partie par l'aspect militaire, physique, violent, et qu'on ne réalise pas forcément. Pour prendre des exemples simples, on le sait mieux maintenant, mais c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à réaliser. La question de la circulation, par exemple, pour les Palestiniens. Aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, il y a plus de 100 permis de circulation différents selon les catégories de la population. En fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, de votre lieu de résidence, de votre lieu de naissance, de votre travail, de votre situation familiale, etc., vous avez des permis de circulation différents. C'est-à-dire, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller de telle heure à telle heure, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller tel jour, il y a des jours où les moins de 50 ans peuvent passer, mais pas aller, etc., Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre de l'extérieur, mais quand on est dedans, on se rend compte que finalement, les questions de circulation, c'est une évidence pour nous. Voilà, se déplacer, etc. Et bah là-bas, c'est là que ça commence. Le fait d'essayer de faire des études, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas comprendre sans la situation d'occupation. Parce que déjà se déplacer, se rendre à la fac, souvent c'est compliqué. Le fait d'envisager d'avoir une partie de ses études à l'étranger, bah, c'est compliqué, parce que par exemple si tu es citoyen de Jérusalem et que tu pars trop longtemps à l'étranger, tu perds ton statut de résident à Jérusalem. C'est le fait que dans les territoires palestiniens, on ne peut pas faire de thèse, parce qu'il n'y a pas d'État, donc il n'y a pas de doctorat d'État, forcément. C'est le fait que tous les jeunes qui passent par la case prison, c'est autant de cursus interrompu qu'il faut rattraper, qu'il faut récupérer, etc. Et donc voilà, moi c'était ce premier décalage-là, où finalement, à force de ne voir l'occupation que par l'aspect violence militaire, enfin violence physique, violence sanglante, on ne saisissait pas finalement ce qu'était la réalité de la vie quotidienne des Palestiniens, et ça créait le deuxième décalage, c'est lié sur les questions de résistance. Qu'est-ce que c'est la résistance? Qu'est-ce que c'est résister à l'occupation? Quel rapport les Palestiniens collectivement ont à l'occupation? Parce que on a comment dire, il y a encore, je pense, un peu moins, mais c'est quelque chose qui a été dominant pendant très longtemps, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, une espèce de vision très romantique du peuple palestinien. Le peuple palestinien, collectivement, uni comme un seul homme, résiste à l'occupation. En fait, c'est faux. C'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que la population palestinienne, déjà, comme toutes les populations du monde, elle est divisée à l'intérieur. Il y a des oppressions de classe, il y a des oppressions de genre, il y a des oppressions enfin des différences entre villes et campagnes, entre citadins, réfugiés, etc. Donc il y a des intérêts différents, voire contradictoires par moment. Et puis surtout, il y a une espèce de mythologie de tous les Palestiniens résistent à l'occupation. Non, c'est pas vrai. Déjà, il y a des collaborateurs, mais bon, ça c'est normal, entre guillemets, dans les situations d'occupation, il y a toujours des collaborateurs. Mais surtout, bon, et ça je pense que c'est quelque chose qui est compris, mais surtout, et moi c'est ça que j'ai voulu explorer, je vais venir au livre, à travers les ONG, c'est le sous-titre du livre, entre résistance et collaboration, c'est que entre la résistance
on va dire, ouverte, directe à l'occupation et entre la collaboration ouverte et directe avec l'occupant, vous avez toute une variété d'attitudes possibles qui se situent entre la résistance et la collaboration, qui ne sont ni l'une ni l'autre, et qui en réalité concernent la majorité de la population des territoires occupés. C'est un copain que je cite souvent dans le livre, qui me disait ça, qui me disait, quand tu es un Palestinien et que tu te lèves le matin, la première question que tu te poses, c'est pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour résister à l'occupation. La première question que tu te poses, c'est comment je vais faire pour vivre malgré l'occupation. Et donc finalement, bon ça je ne l'avais pas compris comme ça à l'époque, mais j'en suis arrivé là avec ce livre, il n'y a pas seulement deux attitudes. C'est pas juste avec l'occupation ou contre l'occupation. L'attitude la plus dominante dans l'essentiel des périodes de l'histoire palestinienne, à quelques exceptions près, et je pense notamment au soulèvement de 87-88, la première intifada, ou à des moments de mobilisation collective particulièrement forts, l'attitude dominante, c'est ni avec l'occupant, ni contre l'occupant, c'est malgré l'occupant. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à saisir, mais si on ne le saisit pas, on ne comprend pas en fait ce qui se passe là-bas, et on va souvent se retrouver dans des situations soit de ne pas vouloir voir une partie de la réalité, soit de la romancer un maximum avec cette image de voilà, les Palestiniens fiers, dignes, qui luttent tous ensemble, etc. Alors que quand on se rend sur place, et a fortiori depuis une dizaine d'années, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Voilà, et en fait, c'est un truc qui m'a traversé pendant très longtemps, ces deux problématiques-là, c'est-à-dire l'occupation, qu'est-ce que ça fait aux gens, voilà, au-delà de la violence physique, qu'est-ce que ça fait aux gens, et partant de là, résister à l'occupation, qu'est-ce que ça veut dire, et le fait que vivre malgré l'occupation, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, il y a cette formule qui est répétée, le fait que les Palestiniens continuent à vivre, c'est qu'ils résistent. En fait, c'est un moyen de dévaloriser ce qu'est la résistance, parce que entre la personne qui dit bah moi je vais essayer de continuer à travailler, je vais essayer de continuer à faire mes études, ce qui est une attitude très digne, et la personne qui dit je vais prendre les armes, ou qui dit je vais organiser un collectif d'agriculteurs qui résistent contre le mur, etc., il y a une vraie différence. Il y a une différence qualitative, et moi c'est ça que j'ai classé dans le malgré l'occupation, avec cette idée que ces trois catégories ne sont pas figées, et qu'en fonction de l'évolution des rapports de force, de l'évolution de la situation sur le terrain, les gens qui sont dans le malgré l'occupation peuvent basculer du côté du contre l'occupation, mais peuvent aussi basculer du côté du avec l'occupation. Et que tout ça dépend des dynamiques politiques internes et des rapports de force vis-à-vis de l'État d'Israël. Et deuxième point, au-delà de ces interrogations, on va dire, qui m'ont mené à réfléchir sur les ONG palestiniennes, parce que je le précise, c'est un livre sur les ONG palestiniennes, c'est pas un livre sur les ONG internationales en Palestine. Je vais expliquer pourquoi. Le deuxième élément, pourquoi avoir choisi les ONG pour essayer voilà, de cerner ces problématiques-là et d'apporter des éléments de réponse. C'est que les ONG palestiniennes sont des structures qui aujourd'hui sont nombreuses, très nombreuses. On comptabilise aujourd'hui, alors c'est pas toujours facile de faire la différence entre une association et une ONG, voilà, ça peut dépendre de plein de choses, mais on comptabilise aujourd'hui un peu plus de 1500 en réalité associations, enfin ONG ou équivalent d'ONG dans les territoires palestiniens, ce qui est énorme. Et plus de 20 000 salariés dans les ONG palestiniennes, ce qui est énorme aussi à l'échelle de la population locale. Et en réalité, ces ONG sont les héritières de ce qui s'appelait dans les années 70 et 80 des comités. Dans les années 70 et 80, on appelait ça les comités, parce que ça n'avait pas beaucoup de sens de s'appeler ONG dans la mesure où il n'y avait pas de gouvernement palestinien. Donc tout était NG, et donc ça n'avait pas de sens de se définir comme ONG. En réalité, elles sont héritières de comités, sauf que, avec les changements qui sont opérés au début des années 90, et notamment les accords d'Oslo, elles ont connu des évolutions qui les ont fait passer, c'est ça moi la thèse entre guillemets que je défends dans le livre, de la zone contre l'occupation à la zone malgré l'occupation. Et moi c'est cette évolution-là que j'ai voulu étudier, pas tant pour étudier finalement les ONG elles-mêmes, que pour étudier la Palestine par le prisme des ONG.
parce que l'évolution des ONG fait écho aux évolutions générales du mouvement national palestinien, aux évolutions du champ politique palestinien, aux évolutions du rapport à la politique dans les territoires palestiniens. Mais c'est un objet qui est plus facile à définir et plus facile à étudier, mais duquel, quand on déroule, finalement, on peut tirer une série sinon de conclusions, du moins d'hypothèses sur les dynamiques actuelles et où ça peut mener. Donc, troisième élément à avoir en tête, c'est la Palestine de laquelle on parle. La Palestine de laquelle je parle dans le livre, c'est celle que j'avais appelée dans le bouquin d'avant, la Palestine d'Oslo. La Palestine d'Oslo, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas développer des plombes là-dessus, on pourra revenir dans la discussion. La Palestine d'Oslo, qu'est-ce que c'est? C'est la Palestine reconfigurée par ce qu'on a appelé les accords d'Oslo, donc 1993-94, et donc en réalité la Palestine de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, avec beaucoup de guillemets, le processus de paix. Jusqu'en 1993-1994, tous les territoires palestiniens, toute la Palestine est occupée, y compris ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, la bande de Gaza. Toute la Palestine est occupée. Le changement qui va s'opérer en 1993-1994 avec la signature des accords d'Oslo, donc entre Yasser Arafat et le général Rabin, qui était général avant d'être prix Nobel de la paix, il ne faut jamais l'oublier. Le changement qui va s'opérer, c'est que on va rentrer dans la période dite de l'autonomie palestinienne. C'est ça la Palestine d'Oslo. C'est la Palestine de l'autonomie. L'idée de l'autonomie, c'est quoi? C'est que l'État d'Israël, alors d'abord je le dis comme ça, mais après j'explique, va se retirer d'une partie des zones qu'il occupait, va en confier la gestion à une administration autonome palestinienne, qui va s'appeler l'autorité palestinienne, et que cette administration autonome à qui des zones sont confiées va faire la démonstration de sa capacité à gérer les zones qui lui sont confiées, et plus elle fera la démonstration de sa capacité à les gérer, plus ces zones seront étendues. Au bout de 5 ans, c'est ça qui a été prévu en 1994, donc ça devait se terminer en 1999, cette période qui était une période transitoire, l'autonomie devait être une période de 5 ans. Au bout de 5 ans, aboutir à un accord sur le statut final. C'était ça l'idée d'Oslo. On rentre dans la période de l'autonomie, ça va durer 5 ans, et au bout de 5 ans, il y aura eu l'expérience des zones dites autonomes, et à partir de là, on pourra signer un accord sur le statut final. Sauf que, il y a plein de divergences d'approches, d'analyses, etc. sur les accords d'Oslo. Est-ce que le verre était dans le fruit? Est-ce que le fruit était pourri? Est-ce que c'est Israël qui n'a pas respecté, etc. À la limite, mon problème n'est pas de savoir si en 1994, on avait raison ou pas de soutenir les accords d'Oslo. Le problème est de regarder 20 ans après ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et c'était écrit dans les accords d'Oslo, vous avez compris que j'ai un avis sur la question quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu un processus qui est allé vers la fin de l'occupation, mais on a eu un processus de réorganisation de l'occupation israélienne. C'est-à-dire que les Israéliens ne se sont pas en réalité retirés des territoires palestiniens. Quand on regarde précisément les textes des accords d'Oslo, c'est très chiant, ça fait des dizaines de pages, et bien même si vous regardez les dizaines de pages, il y a un mot que vous ne voyez jamais dans le texte des accords d'Oslo, c'est le mot retrait. Vous n'avez pas le mot retrait de l'armée israélienne, vous avez le mot redéploiement. Et si vous voulez, pas besoin d'avoir fait l'école militaire pour comprendre que entre une armée qui se retire d'un territoire et une armée qui se redéploie dans un territoire, il y a une petite nuance. Et c'est-à-dire qu'en réalité, l'armée israélienne est restée dans les territoires palestiniens, mais elle s'y est redéployée. Et donc, elle s'est redéployée autour des zones dites autonomes. Et donc, on a eu non pas la construction d'une indépendance, mais on a eu la réorganisation du dispositif de l'occupation israélienne. Ils ne pouvaient plus gérer directement les zones palestiniennes, c'est ce que l'intifada de 87-88 avait montré, enfin les zones palestiniennes les plus densément peuplées. Donc ils se sont redéployés autour et ont confié la gestion de ces zones à ce qu'on a appelé l'autorité palestinienne. Sauf que cette autorité palestinienne, de fait, s'est retrouvée intégrée du point de vue structurel au dispositif de l'occupation. Intégrée d'un point de vue, entre guillemets, territorial, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne, les zones autonomes palestiniennes, les seules, entre guillemets, frontières qu'elles ont, c'est avec des zones israéliennes. Donc,
si tu veux circuler, si tu veux faire rentrer, faire sortir des productions, des marchandises, etc., tu dois forcément passer par Israël. Ce qui a des implications petit peu importantes quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autonomie territoriale puisque vous êtes toujours obligé de passer par Israël pour quitter une zone autonome palestinienne, que ce soit pour aller d'une zone autonome à l'autre ou pour aller des territoires palestiniens vers un autre pays. Donc vous avez l'exception qui est le sud de la bande de Gaza depuis 2005, mais le régime égyptien étant ce qu'il est, c'est bien fermé, quoi. Globalement, ça vaut une frontière avec Israël. Hein. Donc intégré d'un point de vue territorial, intégré d'un point de vue économique, et ça c'est pas un détail du tout. C'est-à-dire que l'économie palestinienne n'existe pas en tant qu'économie autonome ou indépendante. L'économie palestinienne, c'est quelque chose qui est totalement subordonné à l'économie de l'État d'Israël. C'est la même monnaie. Les gens souvent se tiltent pas. C'est la même monnaie, en réalité. C'est la monnaie israélienne. C'est les mêmes circuits commerciaux, c'est les mêmes, etc. Entre 80 et 90% des importations palestiniennes, ça vient d'Israël, etc., etc. Donc ils sont totalement intégrés d'un point de vue économique, avec ce petit détail qui fait la fusion finalement entre l'économie et le territoire, c'est que, par exemple, l'autorité palestinienne, pour se financer chaque mois, doit attendre que l'État d'Israël lui verse de l'argent. Alors dit comme ça, c'est violent, sauf que la réalité, c'est celle-ci. C'est que l'autorité n'ayant pas de frontières à elle, elle ne perçoit pas les taxes sur les produits qui rentrent dans ces territoires. Si vous êtes un exportateur français, que vous envoyez des produits dans les territoires palestiniens, vous payez des droits de douane. Sauf que comme c'est Israël qui contrôle les frontières, c'est Israël qui collecte les droits de douane et qui ensuite les reverse à l'autorité palestinienne. Enfin, s'engage à les reverser. C'est ça qui est la petite nuance. Donc en réalité, l'autorité est totalement intégrée et dépendante de l'administration israélienne, des décisions israéliennes. Et donc c'est cette Palestine-là de laquelle on parle quand on essaie de réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe au niveau des ONG. Donc avoir ça à l'esprit, le processus d'Oslo, c'est pas une étape vers la fin de l'occupation, c'est la réorganisation de l'occupation avec la construction de fait d'une administration autochtone, indigène, on l'appelle comme on veut, intégrée au processus, enfin au dispositif colonial, et donc dépendante en dernière instance de ses rapports avec la puissance coloniale. Ce qui, pour construire l'indépendance, est quand même éminemment problématique. Ce qui m'amène au quatrième point, qui est le cœur finalement du livre, c'est et les ONG dans tout ça. Les ONG, c'est ce que je disais, elles ont une histoire particulière. C'est-à-dire que les ONG dans les années 70 et 80, en fait, elles sont nées. Elle ne s'appelait pas ONG, je dirais ONG, mais elle ne s'appelait pas ONG, elle s'appelait Comité, sont nées dans les années 70 et 80, notamment à l'initiative des forces politiques de la gauche palestinienne, quand elle existait encore. Non, il y en a encore un peu, mais c'est beaucoup moins puissant que ça ne l'était à l'époque. Pourquoi la Palestine n'est pas complètement coupée du monde. Et donc, vous avez des comités qui se sont développés dans des domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture, les droits des femmes, etc., etc., etc. Des comités qui se fixaient un double objectif. L'objectif, c'était de dire, parce que les organisations politiques étaient interdites, évidemment, sous l'occupation directe de l'État d'Israël, qui était de dire, on va répondre à des problématiques et à des questions qui sont posées de manière quotidienne, immédiate, directe à la population palestinienne. C'est-à-dire, tu es agriculteur, tu as des préoccupations spécifiques, tu es femme, tu as des préoccupations spécifiques, tu es sur le domaine de la santé, il y a des préoccupations spécifiques. Donc on va répondre à ces problématiques-là, mais en les pensant dans le cadre de la lutte de libération nationale. Exemple concret, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, dans le domaine de la santé, la médecine, selon les comités de santé, je ne rentre pas dans le détail, c'est dans le bouquin, mais vous avez des comités affiliés à des partis politiques. C'est-à-dire que globalement, ils ont la même activité, mais chaque parti a son comité, quoi. Alors des fois, ils bossent ensemble, des fois, ils ne bossent pas ensemble. On connaît un peu ça. Les comités dans le domaine de la santé, par exemple, partent du principe que la médecine n'est pas juste quelque chose qui est fait pour soigner les gens. Dit la médecine, en fait, c'est politique. La médecine, c'est politique. Et quand on vit sous occupation militaire, la médecine a des vertus politiques qui peuvent aider à construire la lutte pour la libération nationale. C'est-à-dire, on fait de l'assistance à la population, on leur fournit
des services de santé, on construit des cliniques mobiles, des hôpitaux, etc., etc. Mais dans le même temps, on fait par exemple de la formation aux premiers soins. On distribue des kits d'aide médicale d'urgence. On organise un système de transfusion sanguine. On fait, etc., etc., etc. Quand on vit sous occupation israélienne et qu'on fait des formations à la population aux premiers soins, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est d'organiser des mécanismes de solidarité collective face à la répression israélienne. Et c'est de donner les moyens à de plus en plus de gens dans la population palestinienne, de ne pas être dépendante de structures médicales qui peuvent être éloignées, mais de s'organiser elles-mêmes et de prendre en charge les questions de santé, les questions médicales, dans la lutte quotidienne contre l'occupation. Donc, si vous voulez, vous avez une articulation entre répondre à des besoins immédiats et construire des structures collectives qui vont permettre de modifier le rapport de force contre l'État d'Israël. Si vous prenez les questions des ONG de femmes, par exemple, ce qu'elles font beaucoup à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est de créer un système de garde collectif des enfants, des crèches, des trucs comme ça. Et quand vous discutez avec les vieilles militantes de cette époque-là, ce qu'elles vous disent aujourd'hui, c'est en fait, on créait des crèches, c'était pas pour les enfants, c'était pour les femmes. Dit comme ça, c'est bizarre, mais en fait, elles te disent, on créait des crèches, comme ça faisait que les femmes n'étaient pas collées à la maison parce qu'obligées d'élever leurs enfants, et donc du coup, ça libérait du temps pour qu'elles participent à la lutte de libération. Et donc vous avez progressivement un investissement politique des femmes dans la lutte de libération qui va se construire parce que des structures collectives de garde d'enfants sont mises en place et que ça libère du temps et des espaces. Vous allez avoir des structures qui vont être mises en place, par exemple pour des petites unités de travail réservées aux femmes. Ça, en soi, c'est pas forcément un truc qui permet de construire le rapport de force contre l'occupation. Sauf que l'idée, c'est que ces unités de travail qui sont prises en charge donc, par les comités ont leur propre circuit de vente des marchandises. Et donc ça fonctionne de manière totalement autonome. Donc non seulement ça va faire que les femmes vont avoir un petit pécule qui fait que ça change les rapports de force à la maison. Quand il n'y a pas qu'une seule source d'argent, on sait que ça peut modifier un petit peu les choses. Donc dans les préoccupations, on va dire, immédiates, dans les questions des rapports au domicile. Et en même temps, ça pose les bases d'un développement économique séparé et indépendant des circuits israéliens. Ce qui n'est pas du tout un détail à l'époque. Et dans le domaine agricole, vous avez d'autres exemples. Et donc les ONG dans les années 70 et 80 sont des organisations qui ont cette double préoccupation. Fournir des services à la population, mais dans une démarche de construction plus générale du rapport de force contre l'occupation israélienne. Vous n'avez pas de dichotomie entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Les choses sont totalement liées avec tout ce discours, on ne disait pas ça à l'époque, mais on appelle comme ça aujourd'hui, toutes les logiques dites d'empowerment, c'est-à-dire de construction du pouvoir d'agir. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. C'est pas on fournit des services à la population, c'est pas on aide les gens, c'est on leur donne les moyens de s'aider eux-mêmes. C'est le président Mao qui disait pourquoi j'ai regardé dans l'air comme ça, parce qu'il est mort probablement, qui disait que c'est pas la même chose de donner du poisson à quelqu'un et de lui apprendre à pêcher. Voilà, dans les années 70 et 80, on apprend à pêcher. On n'est pas juste là pour distribuer des services aux gens. On organise et on fait qu'ils s'organisent eux-mêmes. Sauf que le basculement, ça sera le dernier point que je vais évoquer, le basculement qui s'opère avec l'entrée dans les accords d'Oslo, c'est que, étant donné qu'on rentre dans une phase dite de processus de paix, étant donné qu'on rentre dans une phase dite de construction de l'autonomie palestinienne, et ben on est dans une phase qui n'est plus officiellement une phase de conflit. On est dans une phase, alors soit post-conflit, soit de résolution du conflit. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire vous n'êtes plus dans une période où vous luttez contre l'occupation, mais vous êtes dans une période où, malgré le fait qu'il y ait encore l'occupation, celle-ci va être amenée à cesser, et donc vous êtes dans l'étape de la construction de l'indépendance. Construction de l'indépendance qui ne se fait plus contre l'occupation, mais qui se fait malgré l'occupation. Et là, vous avez un basculement qui va s'opérer progressivement au sein des grosses ONG. J'explique d'abord comment ça se passe, et après, on peut aussi donner
des éléments qui permettent de comprendre pourquoi, au-delà du changement du changement de structure. Comment ça se passe concrètement? Eh ben, c'est que petit à petit, il y a un premier glissement qui est important, qui est que ce sont les parrains du processus de paix, donc les pays occidentaux globalement, qui vont devenir les principaux bailleurs de fonds des ONG, qui vont s'imposer comme les bailleurs de fonds des ONG. Parce que, bon, avant, il y avait, ça pouvait venir des pays arabes, ça pouvait venir de l'OLP elle-même, ça pouvait venir à l'époque où ça existait, des pays de l'Union soviétique, etc. À partir de 93-94, ce sont les pays occidentaux parrains du processus d'Oslo qui disent on va mettre de l'argent. Voilà, on va envoyer de l'argent, on va soutenir des projets, on va ceci, on va ceci, on va cela. On parle de beaucoup d'argent. On parle de dizaines de millions de dollars chaque année qui affluent dans les territoires palestiniens pour les ONG. Et pour la construction de l'autorité palestinienne, on parle de centaines de millions de dollars. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Là, on estime que depuis Oslo, il y aurait eu 27 milliards de dollars, en comptant les ONG et l'autorité, d'aide internationale dans les territoires palestiniens. En 25 ans, enfin moins de 25 ans même, 23, 27 milliards de dollars. Ce qui est énorme. En réalité, la population palestinienne, en termes d'aide non militaire, parce que l'aide militaire, ça existe aussi, mais en termes d'aide non militaire, la population palestinienne, c'est la population qui touche le plus d'argent par habitant au monde. Plus que les pays d'Afrique subsaharienne, plus que les pays, etc. C'est les Palestiniens qui touchent le plus de fric par habitant. C'est surprenant quand on découvre les chiffres, mais en fait c'est le cas. Après, si tu prends l'aide militaire, c'est Israël, qui est l'État qui touche le plus d'argent par habitant au monde. Parce que lui, il touche 3 milliards par an par les États-Unis d'aide militaire. Bref, ça c'est un autre débat. Mais donc les parrains du processus d'Oslo, c'est pas des philanthropes. C'est-à-dire, c'est pas genre ils donnent l'argent comme ça, amusez-vous avec. Ils ont un agenda politique. Et l'agenda politique, c'est le processus de paix. Donc, l'argent est attribué à des ONG dans la mesure où elles répondent à un certain nombre de critères. Et le premier de ces critères, et le principal des critères, c'est de s'inscrire dans la logique du processus de paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes plus une structure qui lutte contre l'occupation, vous êtes une structure qui prépare l'indépendance. Et le glissement n'est pas évident, parce qu'en luttant contre l'occupation, vous préparez l'indépendance aussi, dans les années 70 et 80. Sauf que là, on met en opposition les deux, du point de vue des bailleurs de fonds. C'est soit tu luttes contre l'occupation, soit tu prépares l'indépendance, mais tu ne fais pas les deux. Parce que si tu luttes contre l'occupation, tu luttes contre le processus de paix, donc tu luttes contre la construction de l'État palestinien. C'est ça la logique qui est derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on va financer comme projet? On finance 3 grands types de projets. Les premiers d'entre eux, c'est mes préférés, c'est les projets dits conjoints, les projets israélo-palestiniens. Parce que comme on prépare la paix, on prépare la coexistence, donc on fait des projets conjoints. Ensemble. Donc, on va financer des trucs où on va faire des matchs de foot ensemble, on va faire du théâtre, on va faire des excursions, un chez les uns, l'autre chez les autres, etc., etc. Donc ça, c'est très valorisé. Parce que, comme on se prépare à la coexistence, il faut la construire dans les actes. Pour le moment où il y aura les deux États côte à côte, et ben, les populations auront déjà pris les habitudes de cohabitation. Donc ça, c'est très, très, très financé. Dans les années 90, parce que depuis les années 2000, ça n'existe quasiment plus en réalité, ce genre de projet. C'est hyper valorisé médiatiquement, mais sur le terrain, c'est rien. Parce que les Palestiniens ne veulent plus faire ça, ils ont compris l'embrouille, quoi. L'embrouille étant que tu fais la démonstration que c'est possible de vivre ensemble, alors qu'il y a encore l'occupation. Conclusion, c'est possible de vivre ensemble malgré l'occupation. Conclusion, l'occupation peut continuer et ça ne devrait pas empêcher de vivre ensemble. Mais pourquoi vous énervez-vous? Et pourquoi prenez-vous des couteaux? Et pourquoi ceci? Cela, il y a eu plein de fois la preuve dans les années 90 que vous pouviez vivre ensemble. La preuve, vous faisiez du foot, vous faisiez machin et tout. Réfléchissez, c'est un truc qui est hyper récurrent. Donc ça, c'est le premier type de projet qui est très valorisé, très financé. Le deuxième type de projet, c'est tout ce qui est censé, c'est le développement. C'est-à-dire tout ce qui est censé préparer le futur État. Donc on va développer l'économie, donc on va développer les infrastructures, donc on va développer, etc., etc. Développer les infrastructures, c'est quoi? On finance des ONG pour qu'elles aident l'administration palestinienne à se construire. Ça peut paraître bizarre, tu demandes le NG de nouveau à quoi il sert, mais c'est que comme il n'y avait pas d'État, et comme vous aviez des structures qui étaient les comités, qui étaient là depuis 15 ans, 20 ans, qui avaient des habitudes dans le domaine de la santé, dans le domaine agricole, etc.,
Pour construire des ministères, on fait appel à eux, parce qu'ils connaissent bien. Tiens, le ministère de l'Agriculture, on va s'appuyer sur l'expérience des grosses ONG agricoles. Le ministère de la Santé, on va s'appuyer sur l'expérience, etc. Sauf que vous n'êtes pas du tout dans la même démarche quand vous construisez, on va dire, des structures dont l'objectif est de en finir avec l'occupation, et quand vous construisez des structures dont l'objectif est de devenir un État. C'est très différent aussi, surtout quand on oppose la construction de l'État et la lutte contre l'occupant. Donc, deuxième type de projet très valorisé, c'est ça. Et puis tous les trucs de développement économique. C'est on finance, on dit pour permettre le développement de circuits, de micro-circuits de transport, parce que comme il y a plein de checkpoints partout, il faut faire malgré, et donc on va rapprocher les villages entre eux, on va ceci, cela. Ça, c'est hyper financé. Et troisième type, avec toute l'absurdité qui est derrière, je le dis tout de suite, ça, parce que je suis trop long, je dis les choses en même temps, avec toute l'absurdité qui est derrière, c'est-à-dire que on fait comme si les Palestiniens avaient un État, finalement. Vous construisez des administrations, construisez des ministères, construisez ceci, cela, voilà, vous êtes comme un État, sauf que vous n'avez pas de souveraineté. Et ça va jusqu'à l'absurde. Alors là, c'est pas directement les ONG, mais des ONG ont été consultées pour le faire. La construction des forces de police, la construction des forces de sécurité, la construction, etc. Aujourd'hui, en Palestine, vous avez un truc dément. L'administration palestinienne a un système de douane hyper élaboré. Ils ont des douaniers ultra formés, avec des machines, etc. Le seul truc qui leur manque, c'est des frontières. Mais ils sont prêts, quoi. Le jour où ça arrive, ils seront là, ils seront bons. Et donc, dans toute une série de domaines, les ONG sont associées ou jouent le rôle que l'autorité ne peut pas jouer, parce que l'autorité n'ayant qu'une souveraineté territoriale très limitée, elle n'a pas le droit d'intervenir dans toute une partie des zones palestiniennes, et donc c'est les ONG qui peuvent le faire. Donc il y a une délégation, en fait, c'est les ONG qui font là où l'autorité ne peut pas. Et troisième type de projet, qui est très très financé aussi, c'est tous les projets de citoyenneté. Voilà, c'est la citoyenneté. Donc on fait des trucs de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de machin, la participation politique des jeunes, la participation politique des femmes, devenir citoyen, être citoyenne dans le monde arabe, etc. On en fait des parfaits citoyens, sauf qu'ils n'ont pas d'État. Mais voilà, ils sont prêts, quoi. Là, j'étais à Ramallah en décembre. Vous avez encore des trucs à la fac de Birzeit, un énorme projet financé par l'Union européenne, c'est la participation des femmes et des jeunes à la construction de la démocratie. Mais, financé par les gens qui, quand les Palestiniens ont voté en 2006, pas comme il fallait, on dit d'un coup, ah non, attendez, là, vous n'avez pas compris, là, c'est pas ça la démocratie c'est quand vous votez comme on vous a dit de voter. Voilà, donc c'est ces trois types de projets-là qui sont financés. Ce que ça donne, et je conclurai avec ça, c'est que vous avez un passage progressif, donc de une intervention qui lie problématique immédiate et libération nationale à une intervention qui accompagne la poursuite de l'occupation et dont les financeurs interdisent que d'une façon ou d'une autre, elle intervienne directement contre l'occupation. Parce que pour obtenir des financements, il faut faire la démonstration qu'on s'inscrit dans le cadre du processus de paix. Tout ce qui va contre ne peut pas être financé. Et plus on avance dans le temps, plus les critères augmentent. À partir de 2006, vous avez USAID, qui est globalement le bras humanitaire de la CIA, quoi. Voilà, c'est un gros financeur d'ONG. Vous avez USAID qui fait passer une circulaire et qui dit on ne financera plus d'activités si jamais elles sont faites en coopération ou au service d'institutions locales liées à des organisations terroristes. Alors, tu le dis comme ça, tu dis ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même de faire des trucs de terroristes, quoi. Sauf que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu ne finances pas de projet qui aurait lieu dans une municipalité dirigée par le Hamas. Voilà. Et donc une ONG, pour continuer d'être financée, elle doit faire la démonstration qu'elle n'intervient pas dans des endroits où c'est dirigé par le Hamas. Donc vous imaginez qu'une ONG à Gaza va avoir quelques problèmes pour obtenir de l'argent de USAID. Et donc en fait les ONG sont enfermées dans ce truc-là
Mais, et c'est là-dessus que voilà, je disais, je vais conclure, c'est qu'il faut bien comprendre qu'elles sont enfermées, mais que ça a des effets sur la population palestinienne elle-même et sur, finalement, la composition sociologique des ONG. Parce que les ONG dans les années 70 et 80, c'est des trucs qui étaient dirigés par des militants. Parce que la légitimité pour diriger, pour faire des projets d'ONG, etc., c'était d'avoir un capital militant. Tu étais un dirigeant d'ONG reconnu quand tu faisais la démonstration que tu étais capable de faire le lien entre service au quotidien et lutte de libération. Sauf que petit à petit, avec les mutations qu'on a dans les années 90, et encore plus à partir des années 2004-2005, c'est que pour être un bon dirigeant d'ONG, il faut être capable d'obtenir des financements. Parce que c'est ça qui va faire vivre et qui va faire fonctionner l'ONG. Donc qui petit à petit monte dans les ONG? Ceux qui parlent le langage des bailleurs de fonds. Ceux qui parlent le langage des bailleurs de fonds. Donc des gens qui ont fait des études de communication, qui ont fait des études de commerce, qui ont fait des études de comptabilité, qui sont des professionnels, des techniciens, qui sont capables de rationaliser l'activité des ONG, qui sont capables de faire des budgets clairs, fléchés, ciblés, qui sont capables de faire des projets et des dossiers qui vont séduire les bailleurs de fonds. Et vous avez progressivement une montée en puissance au détriment des militants politiques, des professionnels de l'humanitaire. Et se développe toute une couche dans la société palestinienne qui sont des professionnels de l'ONG. C'est des professionnels de l'ONG, ils font des super projets sur le papier, qui vont avoir des financements, sauf que ça devient de plus en plus contradictoire d'être, on va dire, utile à une ONG et d'être utile à la libération nationale. Et c'est là où le truc pète au bout d'un moment, et c'est là où vous avez des conflits à l'intérieur des ONG entre les franges militantes et les franges professionnalisées, sauf que le problème c'est que le processus de paix avec les guillemets se perpétuant, vous avez pour finir des logiques propres qui se développent au sein même des ONG. Les ONG dans les années 70 et 80, elles étaient un outil pour la libération. Dans les années 90 et surtout 2000, l'ONG devient un outil de reproduction de l'ONG. Et c'est-à-dire, voilà, il faut continuer. Il y a de plus en plus de salariés, il faut payer les salariés. Il y a une bureaucratie qui émerge, il faut qu'elle fonctionne, il faut ceci, il faut cela. Vous regardez les budgets des projets des ONG palestiniennes aujourd'hui, vous avez entre 40 et 60% qui est consacré aux frais de fonctionnement de l'ONG. C'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez des projets où c'est une minorité du fric qui va au projet concrètement sur le terrain. La majorité de l'argent va en frais de fonctionnement. Payer les salariés, payer les ordinateurs, payer la location du machin, payer l'hôtel de luxe à Ramallah où on va organiser la réception pour les pays donateurs, pour les convaincre qu'on est des gens bien, etc. Enfin, c'est pas des blagues. Le réseau d'ONG le plus connu palestinien qui s'appelle le PINGO, PINGO pour Palestinian NGO Network, le truc est dirigé par Mustapha Barghouti, pour les gens qui voient, également publié à La Fabrique, comme quoi c'est une maison d'édition très ouverte, parce que je dis beaucoup de mal d'un de leurs auteurs dans ce livre.